Tout le monde a vu les publicités, tout le monde a vu les promotions, tout le monde savait que le Black Friday approchait. Et pourtant, à l'ouverture des magasins, il manquait quelque chose, les clients. On pourrait facilement l'attribuer à la montée en puissance du commerce en ligne, mais cette explication ne tient plus lorsqu'on observe de près la réalité de notre vie en 2025. Les budgets sont plus serrés que ne le laissent entendre les gros titres. La marge d'erreur est quasi inexistante. Et Noël, qui autrefois adoucissait le reste de l'année, menace désormais de révéler ce qui se tramait en coulisses. Dans ce calme nouveau, on perçoit la voix d'une autre économie. Une économie qui ne se reflète ni dans les graphiques, ni dans les gros titres, ni dans les prévisions, ni dans les discours. C'est là que commence notre histoire. Le Black Friday dans un centre commercial calme. Pendant la majeure partie de votre vie, le Black Friday était considéré comme une sorte de sport national. Les images vous étaient familières, même si vous n'aviez jamais fait la queue vous-même. Des portes qui s'ouvraient avant l'aube, de longues files de personnes emmitouflées dans leurs manteaux, un café à la main. Des chariots qui se précipitaient en avant dès qu'un responsable ouvrait la porte. C'était chaotique, bruyant et, pour le meilleur ou pour le pire, un signe clair que les gens considéraient encore les achats comme un indicateur de la qualité de l'année. Cette année, dans de nombreux endroits, cette scène n'a pas eu lieu. Les affiches étaient collées sur les vitrines comme prévu. On pouvait lire « plus grosse vente de l'année » en caractères suffisamment grands pour être lisible depuis le parking. À l'intérieur, les haut-parleurs diffusaient en boucle les mêmes promesses d'offres exceptionnelles. Pourtant, entre les présentoirs, il y avait plus d'employés que de clients. Un vendeur pliait inlassablement la même pile de sweatshirts, non pas parce que la foule saccageait la table, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Dans certains centres commerciaux, le crissement des roues d'un chariot résonnait sur tout un étage. L'aire de restauration, autrefois un véritable brouhaha de plateaux, laissait apparaître des tables libres, à perte de vue. Quelques familles flânaient, simplement pour prendre l'air plutôt que pour faire leurs emplettes. L'atmosphère ressemblait moins au début de la saison des achats qu'à une répétition générale, où la plupart des acteurs avaient fait faux bond. Il serait facile d'attribuer tout cela aux achats en ligne. Et il y a du vrai là-dedans. Nombreux sont ceux qui ont préféré naviguer sur Internet, cliquer et se faire livrer des colis à domicile plutôt que de faire la queue. Mais à écouter les témoignages sur cette année, on perçoit une autre réalité qui se cache derrière cette explication. On entend parler de cartes de crédit qui ne peuvent plus être utilisées. De plans d'achat différés qui se sont transformés en un véritable casse-tête d'échéances impossibles à gérer. On parle d'augmentation de loyers, de factures médicales, de réactivation des prêts étudiants. On entend parler de ce sentiment que la marge d'erreur est nulle, qu'un seul mauvais achat ce mois-ci aura des répercussions sur les 3 prochains. Alors, les gens restaient chez eux. Ou bien, ils déambulaient dans les rayons, les mains dans les poches, lisant les étiquettes de prix comme on lit les panneaux d'avertissement. Ils regardaient, hochèrent la tête et continuaient leur chemin. Les temples de la consommation étaient ouverts, mais le public avait appris une nouvelle forme de prudence. Quand le chariot ralentit. Pour observer concrètement cette prudence, point besoin de graphiques ni d'études. Il suffit de se placer derrière quelqu'un à la caisse et de regarder sa main hésiter au-dessus du chariot. Le rythme des courses a changé. Avant, c'était simple. On regarde, on veut, on met dans le panier. Maintenant, il y a une pause après chaque article. Un bref instant où la personne fait des calculs mentaux complexes tout en faisant semblant de choisir entre 2 marques. Ils ne comparent pas simplement une céréale à une autre. Ils la comparent à l'essence, aux médicaments de la semaine prochaine, à la facture d'électricité un peu plus élevée que d'habitude. Les chiffres lumineux sur le petit écran près de la caisse augmentent à chaque bip. Et le monde du client se réduit à ce total, à ce solde, à cette question. Combien reste-t-il à payer ? Pendant des années, le plastique a permis de combler le fossé entre la stagnation des salaires et la hausse des prix. Cartes de crédit, cartes de fidélité et autres produits financiers innovants sont apparus comme de précieux alliés. Si un achat ou un service coûtait trop cher aujourd'hui, un établissement financier se faisait un plaisir de le fractionner et d'étaler le paiement sur plusieurs mois. Les mensualités minimales restaient suffisamment basses pour être gérables. On nous promettait ainsi de pouvoir continuer à vivre comme avant, même si nos revenus n'augmentaient pas. 2025, c'est ce à quoi ça ressemble quand ces astuces ne fonctionnent plus. Ces dettes accumulées n'ont jamais vraiment disparu. Elles ont grossi discrètement, les intérêts s'ajoutant mois après mois. Les formules « acheter maintenant, payer plus tard », qui semblaient autrefois de petites astuces, sont devenues un véritable calendrier virtuel, installé sur nos téléphones. 4 paiements par-ci, 6 par-là, immobilisant ainsi des salaires déjà promis avant même leur arrivée. Le chariot se déplace donc différemment. Une famille entre dans un magasin avec une liste comprenant des encas supplémentaires pour les fêtes, un nouveau manteau pour un enfant et peut-être un petit cadeau pour eux. Arrivés aux rayons centraux, la liste a été réécrite sans même un stylo. Les encas sont remplacés par des versions moins chères. L'achat du manteau est reporté au mois prochain.
Le petit plaisir pour l'adulte disparaît discrètement. Rien de dramatique ne se produit. Personne n'annonce sa décision. La main repose simplement un article et en laisse un autre à sa place. De l'extérieur, ça paraît banal. De l'intérieur, c'est comme redéfinir progressivement les limites de ce que l'on est autorisé à désirer. Avant même d'arriver à la caisse, la personne s'est déjà dit non une bonne demi-douzaine de fois. Elle glisse son doigt ou tape sur son terminal, retient son souffle une fraction de seconde pendant que le système tranche, puis s'éloigne, soulagée que la transaction est aboutie, mais inquiète des conséquences que ce « oui » pourrait avoir. Vous repensez peut-être à un moment précis, une décision prise en toute discrétion, une facture, une conversation, qui s'inscrit dans ce récit plus vaste. Si un élément de ce texte ravive ce souvenir ou soulève une question qui vous taraude depuis un certain temps, n'hésitez pas à le partager ci-dessous, c'est ainsi que ces chapitres prennent forme. Et si vous souhaitez que ces analyses approfondies et détaillées parviennent à un public moins familier avec cet aspect de l'économie, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. C'est le moyen le plus simple de garantir la visibilité de ce récit et d'éviter qu'il ne passe inaperçu. Noël, à crédit et culpabilité silencieuse. Les fêtes étaient censées être le seul moment de l'année où les calculs incessants s'allégeaient un peu. On traversait les mois difficiles avec la douce promesse d'une période de générosité à la fin, même si cela impliquait de se serrer la ceinture à nouveau en janvier. Cette promesse est plus difficile à tenir quand chaque mois ressemble déjà à janvier. À une table de cuisine, quelque part, une personne, stylo en main, a plusieurs onglets ouverts sur son téléphone. Sur l'un d'eux, une liste d'enfants, de cousins, d'amis. À côté de chaque nom, une idée. Un casque audio, un sweatshirt, un jouet, un livre un peu trop cher, mais juste comme il faut. Un autre onglet affiche une application bancaire, indifférente à toutes ces histoires. Ils se disent qu'ils feront simple cette année. Un seul vrai cadeau par personne. Juste des chaussettes de Noël. Une seule sortie au lieu d'une montagne de paquets. Et puis, un souvenir surgit, inattendu. L'année où ils ont réussi à faire quelque chose d'important. Les yeux écarquillés d'un enfant qui déballe le cadeau. Le sentiment, l'espace d'un instant, que tous ces efforts et ces deuxièmes emplois en valaient pris la peine. Car voilà la preuve qu'ils pouvaient encore faire plaisir. Le moyen le plus simple de ne pas régresser, c'est le paiement par carte. Un achat de plus est ajouté à une carte de crédit déjà entachée par les dettes des fêtes de fin d'année précédentes, sans parler de la réparation de la voiture et de la facture imprévue de la clinique. Une offre « Achetez maintenant, payez plus tard » apparaît, avec des formules séduisantes et des mensualités si faibles qu'on les oublie. On traite la personne qui devra assumer ces mensualités une fois les fêtes terminées comme une étrangère qui se débrouillera bien. Derrière les clics et les glissements de doigts se cache une autre forme de souffrance. Les parents qui ont grandi en entendant leurs propres parents dire « On fera en sorte que Noël soit une fête coûte que coûte » ont l'impression d'échouer si le sapin est clairsemé. Les grands-parents qui, autrefois, remplissaient des enveloppes de billets, plient désormais des billets plus petits et sourient un peu plus fort pour combler le vide. Les enfants ne remarquent pas toujours les choses qui manquent. Ce qu'ils perçoivent, c'est la tension dans la maison. La voix, autrefois plus douce, qui s'est faite plus dure. La façon dont les conversations sur les cadeaux s'interrompent brusquement. La blague sur le fait d'être sur la liste des vilains enfants qui fait mouche plus qu'elle ne le devrait. Une fois les fêtes terminées, les relevés bancaires les attendront comme un second hiver. Entre ce qu'ils voulaient offrir et ce qu'ils pouvaient réellement se permettre, beaucoup d'adultes garderont un sentiment difficile à exprimer. L'impression secrète d'avoir manqué à leurs paroles, même si personne d'autre ne le dit ouvertement. Des chiffres qui indiquent la guérison, des vies qui n'en indiquent pas. Si l'on s'en tenait aux gros titres, on pourrait croire que cette tension est une réaction excessive. Les phrases rassurantes sont répétées à l'envi. L'inflation se calme, la croissance est stable. Le chômage reste faible et la consommation des ménages est soutenue. À première vue, on dirait que le pire est derrière nous et que le système a fait ce qu'il a toujours fait, s'adapter et aller de l'avant. Ce que ces résumés omettent souvent de mentionner, c'est la différence entre un ralentissement des taux et une baisse des prix. Lorsqu'un article se félicite d'un ralentissement de l'inflation, cela signifie que le rythme de sa hausse a changé, et non que son niveau est revenu à son niveau antérieur. Les loyers qui ont flambé l'an dernier ne diminuent pas subitement. Le budget alimentaire qui a explosé en une saison ne se stabilise pas simplement parce qu'une courbe se courbe sur un graphique. Le point de départ a changé, et pour la plupart des gens, leur salaire n'a pas suivi la même tendance. Se pose également la question de la définition d'un emploi. Lorsque les autorités mettent en avant un faible taux de chômage, l'histoire s'arrête généralement là, comme si n'importe quel travail suffisait à résoudre le problème. Elle ne montre pas la personne qui cumule 2 emplois à temps partiel aux horaires variables, essayant de deviner chaque semaine le montant de son salaire. Elle ne montre pas le chauffeur VTC, dont la flexibilité apparente masque la baisse de ses revenus nets à chaque hausse du prix du carburant ou modification des règles de l'entreprise.
Elle ne montre pas l'infirmière qui effectue des heures supplémentaires les jours fériés, faute de mieux pour joindre les deux bouts. De loin, les chiffres se confondent et semblent rassurants. De près, ils apparaissent comme une discorde. On entend parfois dire que l'économie s'est montrée étonnamment robuste, et l'on se demande « robuste pour qui ?» Votre propre expérience pourrait être celle de nager à la surface dans une piscine qui ne cesse de s'enfoncer. Ce décalage a un effet subtil mais important. Il érode la confiance. Quand on vous dit que la situation s'améliore, alors que votre propre expérience montre que tout coûte plus cher et que vous vous sentez moins en sécurité, vous commencez à soupçonner que les résultats officiels ne reflètent pas la réalité. Que le Black Friday paraisse désert et que Noël semble inabordable en pleine reprise économique officielle révèle une réalité simple et troublante. Cela suggère qu'une part importante de la population n'est plus en phase avec les indicateurs censés refléter sa réalité. Les graphiques sont peut-être moins erratiques cette année, mais la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas au sein des foyers est toujours aussi ténue, et pour beaucoup, elle a basculé dans le mauvais sens. Le choc silencieux au sein des familles. Quand on imagine un krach économique, on visualise souvent les salles de marché, les cours qui s'effondrent sur les écrans de télévision, des spécialistes utilisant un jargon incompréhensible pour les seuls spécialistes. Il existe pourtant un autre type de krach, absent de ces images. Il survient lentement, presque sournoisement, au sein de familles qui ont toujours cru pouvoir compter les unes sur les autres. Pendant des décennies, le plan tacite de nombreux foyers se déroulait ainsi. Les parents travaillaient jusqu'à ce que leur santé ou leur employeur les oblige à s'arrêter. Leur retraite, sans être luxueuse, leur permettait de subvenir à leurs besoins essentiels. Les enfants adultes, évoluant dans une économie supposément plus flexible, pouvaient intervenir en cas d'imprévu. Une panne de chauffage, une boîte de vitesse défectueuse, une facture médicale inattendue. Les grands-parents apportaient un soutien modeste. Un chèque pour un anniversaire, une aide pour les vêtements scolaires, une petite enveloppe pour les fêtes. Ce plan reposait sur quelques hypothèses fragiles. Que l'emploi serait suffisamment stable pour permettre l'épargne, que les salaires seraient suffisamment élevés pour dégager une marge de manœuvre, et que le coût des produits de première nécessité ne dépasserait pas les efforts de chacun. Dans le monde de 2025, ces hypothèses s'effondrent lentement. Dans un appartement, un fils qui envoyait autrefois un petit virement à sa mère chaque mois a discrètement cessé. Son propriétaire a augmenté le loyer. Ses cartes bancaires sont presque à découvert. Il se dit qu'il recommencera quand la situation se sera stabilisée. Lorsqu'ils se parlent au téléphone, il change de sujet dès qu'elle évoque la hausse des prix des produits alimentaires. Elle n'ose pas lui demander pourquoi il manque de l'argent, car elle perçoit la tension dans sa voix et ne veut pas l'inquiéter davantage. Dans un autre foyer, une fille qui s'est toujours imaginée responsable, celle qui veillerait à ce que ses parents ne s'inquiètent jamais pour leur santé à la retraite, peine à joindre les deux bouts. La garde d'enfants coûte plus cher qu'elle ne l'avait prévu. Le temps de travail de son conjoint a été réduit. Un licenciement en début d'année a épuisé les économies destinées aux imprévus, et non à couvrir toutes les dépenses. Lorsque son père évoque une fuite au toit ou une chaudière qui fait plus de bruit cette année, elle hoche la tête et change de sujet de la même manière. Les parents disent de ne pas s'inquiéter, que tout va bien, tout en baissant encore le thermostat. Les enfants adultes disent que cette année est un peu difficile, mais que ça ira mieux, même s'ils ne savent plus vraiment ce que cela signifie. Chacun essaie de protéger l'autre de la réalité. Voilà ce qui arrive quand la crise survient, sans aucun événement déclencheur. Ce ne sont pas les banques qui font faillite du jour au lendemain. Ce sont les rôles qui se plient sous la pression, puis qui s'effondrent. À l'approche des fêtes, chacun agit comme si de rien n'était, comme si un autre membre de la famille pouvait absorber le choc. En réalité, la plupart savent, en secret, qu'il n'y a plus personne à qui le transmettre. Les employés du commerce de détail au bord du risque. Si vous voulez constater concrètement le fossé entre le discours officiel et la réalité, tenez-vous aux côtés d'un vendeur pendant les fêtes. Son métier consiste à incarner l'abondance même quand les rayons sont à moitié vides. Il arrive au travail au son d'une musique qui lui répète que c'est la plus belle période de l'année, peu importe ce qu'indique sa dernière fiche de paie. Les supports de formation évoquent encore les heures de pointe et l'ouverture des portes par vagues. Les plannings sont établis comme si la foule allait affluer à tout moment. Du personnel temporaire supplémentaire est embauché pour gérer l'afflux attendu. Puis le jour J arrive, et ce qui arrive réellement, c'est un flux lent de clients prudents qui déambulent plus qu'ils n'achètent. Un employé peut passer toute sa journée à observer le même schéma. Une personne entre d'un pas décidé, parcourt les rayons, prend un article, le tient un instant, puis vérifie son solde sur son téléphone. L'article retourne en rayon. La personne poursuit son chemin, les mains dans les poches, les yeux rivés sur les présentoirs lumineux, comme s'il s'agissait d'une exposition de musée plutôt que d'un choix parmi plusieurs articles. En théorie, le vendeur est censé intervenir et lever les hésitations.
Il aborde la question de la valeur du produit et des options de financement, expliquant comment un petit versement mensuel peut rendre un achat accessible. Mais tenir ce discours à une personne dont les chaussures sont usées jusqu'à la corde et dont la fermeture éclair du manteau fonctionne à peine, c'est un peu comme essayer de vendre une échelle à quelqu'un qui se trouve dans un trou que l'on reconnaît. Nombre de ces personnes, dont le nom figure sur les badges, vivent la même chose que les clients, simplement de l'autre côté du comptoir. Leurs heures de travail ont peut-être été réduites en dehors de la haute saison. Leur emploi du temps peut changer d'une semaine à l'autre, ce qui complique la garde d'enfants ou la recherche d'un deuxième emploi. Leurs chariots ont été modifiés et réorganisés avant d'arriver en caisse. Il y a un moment précis qui reste gravé dans les mémoires. Une carte est refusée. Le système émet un bip. L'écran affiche un message laconique, mais qui signifie clairement « Nous savons que vous avez essayé, mais cela n'a pas suffi ». La formation préconise de rester positif, de proposer un autre moyen de paiement. Le client rit nerveusement, hausse les épaules et dit qu'il rappellera sa banque plus tard. Puis, il s'en va, et ce qu'il était venu acheter reste sur le comptoir. Après avoir vu suffisamment de scènes de ce genre, il devient impossible de croire que tout va bien simplement parce qu'un indicateur affiche de bonnes dépenses. Les personnes qui encaissent les achats et observent les hésitations perçoivent autre chose. Une période de fête empreinte de tension, où chaque « oui » est pesé et chaque « non » est teinté de honte. Elles savent aussi que si les ventes chutent trop, le prochain courriel discret de l'entreprise pourrait bien ne rien avoir à voir avec les horaires des fêtes. Ce que cette fête dit de l'Amérique. Prenez du recul par rapport à chaque magasin, chaque paie, chaque foyer, et une image plus globale se dessine peu à peu. Dans une même ville, parfois même dans le même quartier, on observe deux versions des fêtes de fin d'année qui coexistent, s'ignorant presque. L'une est éclatante et bruyante, illuminée de guirlandes qui clignotent en rythme parfait. Les maisons resplendissent, comme dans un catalogue. Les allées croulent sous les cartons de livraison. L'autre est plus discrète, plus sombre et imposée par la force des choses, ce calme qui s'installe lorsque le budget se resserre avant même d'accrocher la première décoration. Après le coucher du soleil, traversez certains quartiers et vous découvrirez des maisons parées de décorations somptueuses. Des guirlandes lumineuses ornent chaque fenêtre et chaque toit. Des bonhommes de neige gonflables ondulent paresseusement dans l'air froid. La musique se synchronise avec les ampoules qui clignotent et les voitures stationnent au volant pour admirer le spectacle. À l'intérieur, les tables débordent de plats, préparés par un traiteur, de rire et de chaleur humaine. Si l'on s'inquiète de quoi que ce soit, c'est généralement pour savoir comment tout caser, et non pour le budget. Poursuivez votre route et le contraste s'accentue. Vous arrivez à une rangée d'immeubles de faible hauteur où seules quelques fenêtres sont éclairées. Les ampoules sont plus petites, parfois une simple guirlande scotchée à une vitre, qui vacille faiblement. Ce n'est pas par manque d'enthousiasme, mais par calcul. Cette guirlande a peut-être été préférée à un deuxième radiateur d'appoint. À l'intérieur, les familles font les mêmes calculs minutieux que chaque année, mais cette fois-ci pour tenter de créer des fêtes dont leurs enfants ne se souviendront pas comme étant trop modestes. Dans l'espace public, le clivage persiste. Les quartiers commerçants restent illuminés tard dans la nuit, non par souci de sécurité, mais pour inciter les passants à flâner. Pendant ce temps, les abribus se remplissent de travailleurs qui, même après de longues journées de travail, ne peuvent même se permettre de covoiturer. Les entreprises technologiques dévoilent à des installations artistiques saisonnières devant leurs tours étincelantes, tandis qu'à quelques rues de là, des personnes âgées vivant dans des immeubles mal isolés reçoivent un nouvel avis d'augmentation de loyer. Il y a toujours eu 2 jours fériés. Mais cette année, de plus en plus de gens remarquent cet écart et réalisent qu'il pourrait ne pas être temporaire. Cette prise de conscience soulève une question plus complexe. Si cela devient la norme, quel avenir sommes-nous en train de construire ? Quand les décorations seront rangées et que les dernières affiches de soldes disparaîtront, la réalité de cette saison restera gravée dans les mémoires. Pour certains, ce sera l'année où ils auront enfin admis que la situation ne leur permettait plus de s'en sortir. Pour d'autres, ce sera le moment où ils auront réalisé à quel point la marge de manœuvre est devenue infime. Si cela vous parle, dites-moi comment vous le percevez, ou posez-moi la question qui vous taraude encore. Et si vous souhaitez que ces vérités, plus discrètes, atteignent un public plus large avant l'arrivée de la prochaine période difficile, aimez et abonnez-vous pour que l'algorithme ne les oublie pas.